Bonjour Nicolas Demenac. Bonjour à vous. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio. Emmanuel Macron va donc finalement prendre la parole en début de semaine sur la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'il était temps ou est-ce qu'il est d'ores et déjà trop tard? Nicolas Demenac. Non, il est temps. On attend évidemment sa parole, qui ne peut pas prendre là, parce que évidemment on est tous suspendus à ce qui va se passer samedi, pas seulement à Paris. D'ailleurs, on est peut-être trop focalisé parce que ce qui était manifeste, si j'ose dire, dans les dernières manifestations la semaine dernière, c'était que dans les villes de province, les grandes, mais aussi les petites villes, la violence avait marqué les rassemblements. C'est pour ça qu'on a fait un grand tour dans les 4 villes de province dans notre journal de 8 heures. Oui, et donc il faut, le pouvoir est condamné à attendre, tout en essayant de prendre les mesures nécessaires, attendre ce qui va se passer. Et la parole du président de la République, elle avait été juste avant. Moi, je pensais qu'il aurait dû s'exprimer en retour d'Argentine et reprendre les choses en main, reprendre l'initiative politique autant que faire se pouvait. Il l'a pas fait, donc maintenant il est obligé d'attendre et il sera obligé de tenir un double discours, fermeté sur l'ordre, en fonction évidemment de ce qui se passera, et fermeté sur la justice, et fermeté contre les riches, parce que là il va devoir mettre un genou à terre et le droit. C'est déjà trop tard, Éric Zemmour. Moi je pense que son quinquennat est mort. On voit bien la technique qui est tout à fait dans l'esprit des institutions, d'ailleurs il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'on essaye de changer de bouc émissaire. Comme Emmanuel Macron attirait trop de haine et que c'est pas normal dans l'esprit des institutions. Vous savez, j'ai coutume de dire la Ve République, c'est comme les trois mousquetaires. Il y a le gentil roi Louis XIII et le méchant Richelieu. Donc on essaie de repasser vers Philippe pour être le méchant Richelieu. Alors on dit tout a commencé aux 80 km/h. On dit c'est lui qui est rigide, qui a pas voulu. Vous voyez, on essaye de tout doucement par une communication habile. Au cirque, c'est le clown blanc et l'auguste. Voilà, exactement. Vous voyez, on essaie de tourner vers le. Bon, c'est de bonne guerre. C'est pas une critique en vérité, mais il me semble que c'est trop tard. Que normalement ça s'installe, vous voyez, l'archétype c'est Barre et Giscard, quoi, vous voyez, et ça n'a pas empêché Giscard de perdre, mais c'est pour vous dire que c'est une longue acclimatation de ce système-là. Et là, comme Macron a tout pris depuis des mois et qu'il a voulu tout prendre, ça va être très difficile de changer d'âne, si j'ose dire. Vous voulez dire que la crise des Gilets jaunes a pris une telle dimension et est tellement focalisée sur la personnalité même du président de la République qu'il ne va pas pouvoir s'attaquer maintenant aux retraites, à l'assurance chômage, bref, à ce qu'ils sont en train d'en faire. C'est ce que je pense. C'est ce que je dis, vous savez, c'est la théorie du bouc émissaire de René Girard. Tout le monde se focalise sur une personne et ça permet la paix civile. Donc là, pour l'instant, c'est Macron. Plus personne ne se dispute, alors que vous voyez que dans les manifestations, il y a des gens très divers, des gens qui ne s'aiment pas. Il y a les gilets jaunes, il y a les black blocs d'extrême gauche, il y a les jeunes des cités qui viennent pour faire leurs courses. Tous ces gens-là se détestent, mais il n'y a aucun conflit pour l'instant entre eux parce que oui, c'est la thèse de René Girard. Le bouc émissaire, c'est Macron. Et je suis très frappé de ça. Dans l'analyse d'Éric Zemmour, la logique est que finalement, Nicolas Demenac, le président, n'a rien à nous dire, ou en tout cas ne peut plus rien nous dire. Mais il faut dire que Éric Zemmour peut avoir quelques difficultés à concevoir la nature réelle du mouvement parce qu'il sort de ces catégories. C'est-à-dire qu'il nous a toujours expliqué que le problème de la France, c'était son identité et son rapport à l'immigration. Or là, c'est une question sociale qui est posée par les Gilets jaunes. Fondamentalement, ce sont tous les chercheurs qui l'avouaient aux gémonies, qui réfléchissaient aux inégalités en France, qui là, au fond, peuvent apporter quelque chose. Et le président de la République, dans sa campagne, avait quand même intégré ce qu'il appelait la bienveillance et en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de son quinquennat qui est mort. C'est-à-dire qu'il n'a fait qu'un quinquennat de droite pour commencer. Le début était trop marqué par la droite. Maintenant, il est condamné à faire du social. Est-ce qu'il le peut encore? Éric Zemmour va nous dire que c'est impossible parce qu'il n'a pas les concepts pour ça. Moi, je pense qu'on peut encore et qu'il va devoir le faire aussi bien sur le SMIC que sur les retraites, et que sur d'autres initiatives qu'il devra prendre pour montrer au fond qu'il y avait un et en même temps dans sa démarche, il avait avancé le pied droit, maintenant il va devoir avancer le pied gauche. Ce qu'il pourrait donner aux uns, si je suis votre logique, il doit le prendre aux autres. Symboliquement, de toute façon, il faut le faire. Et dans quel équilibre budgétaire, notamment vis-à-vis de l'Europe. Notamment vis-à-vis de l'Europe, mais vis-à-vis des riches. Je veux dire, il a fait l'erreur de l'ISF au départ sans accompagnement social. Il va devoir, d'une manière ou d'une autre, faire payer les riches. Moi, je suis très frappé, et ça fait plusieurs jours. Nicolas Demenac en est une expression parmi d'autres, de la magnifique et très réussie. Je suis admiratif de la récupération des Gilets jaunes par la gauche, qui, au début, il y a 3 semaines, je rappelle les commentaires sur ces gens qui étaient traités de beaufs, de fascistes,
etc., de racistes, de xénophobes, d'homophobes. Relis tout ce qui est écrit là-dessus il y a 3 semaines, et qui d'ailleurs, c'était aujourd'hui, on vous explique que c'est un grand mouvement social, que c'est le Front Populaire. Là, je suis admiratif. C'est pas sa récupération, mais personne n'en profite dans les sondages et dans les enquêtes. Mais évidemment, mais c'est ce que j'allais dire, ça n'en profitera pas. Mais en tout cas, idéologiquement et médiatiquement, c'est une entreprise admirable de récupération. Mais la gauche est spécialiste depuis le 14 juillet 89 pour récupérer tous les mouvements populaires. Mais parenthèse fermée. Donc, contrairement à ce que tu crois, mon cher Domenech, ça rentre tout à fait dans mes grilles de lecture. Oui, tout à fait, parce que ça fait des années que l'on débat et que je te dis qu'il y a une France périphérique qui a été chassée des métropoles à la fois par la hausse des prix dans l'immobilier au centre-ville, ça c'est la mondialisation du haut, et puis qui a été chassée par les banlieues, par la mondialisation du bas, parce qu'il y a une banlieue qui s'est islamisée et où on ne se retrouve plus en France. Sauf qu'il ne parle pas de ça du tout, pas un moment, il parle de l'immigration depuis des efforts de l'extrême droite. Il parle de ça, mais pas du tout, il parle de ça. Et pourquoi ils ont autant besoin de leur voiture? Parce que justement, ils devraient être dans les banlieues, ces gens. Ils devraient prendre le métro pour aller travailler. Sauf qu'ils sont à 50 bornes et qu'ils doivent prendre la voiture. Tout est parti de là, mon cher. C'est que ça te plaise ou non. C'est toute une organisation. Je t'ai laissé parler. C'est toute une organisation économique qui a été mise en place par la mondialisation depuis les années 80. Et je te signale que c'est moi qui ai parlé le premier ici, en France, de Christophe Guilluy, il y a 10 ans. Donc, ne me dis pas que je ne sais pas ce que c'est que les tests de la France périphérique provoqués par la mondialisation. Nicolas Domenech. Sauf qu'il y a une partie du raisonnement qui est juste, et de Christophe Guilluy aussi. Déjà, c'est mieux. Sur la France périphérique. Sauf que vous avez fabriqué un prolétariat de substitution, comme l'extrême gauche, avec les immigrés, a voulu voir dans les immigrés le prolétariat salvateur. L'extrême droite, donc, dont Éric Zemmour, a voulu voir au début, dans ces manifestations, au fond, la France de la révolte. C'est la France de Johnny, mon cher. Sauf que cette France-là, elle réclame de la justice fiscale. Alors là, c'est plus dans leur catégorie. Alors là, ils disent au secours, on voit pas. Et tout d'un coup, eh bien, ces gens, comme Éric Zemmour, qui ont soutenu l'ordre tout le temps, deviennent les partisans du désordre. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Je veux dire, c'est renversement sémantique et intellectuel totaux. Je suis toujours partisan de l'ordre. Oui. Je pense, mais oui, mon cher. Surtout dans les mots. Qui entraînent la violence. Pas du tout. Je pense que si nous avons du désordre aujourd'hui, c'est justement à cause du laxisme depuis 30 ans. Parce qu'on voit des policiers reculer, c'est parce qu'ils ont ordre de ne plus affronter les casseurs. Et ça fait des années que ça dure. On évoquait la Coupe du Monde, la victoire de la Coupe du Monde, mais il y a eu des mêmes scènes de pillage après la Coupe du Monde. Et venant toujours des mêmes, venant des gens qui venaient des cités de banlieue. Et c'était, mais si, il y a des images, il y a maintenant des papiers ce matin dans le Figaro, les flics parlent enfin, c'est très intéressant. On voit bien, il y a les Black Blocs, il y a les cités des banlieues, et il y a des gilets jaunes qui se laissent emporter par cette influence. C'était écrit noir sur blanc maintenant partout. Il a fallu 15 jours. On dépasse l'analyse sociologique, démographique et de toute façon économique aussi que vous étiez en train de faire. Absolument, économique, c'est fondamental. Est-ce que le tandem du Premier ministre et du chef de l'État peut continuer à se maintenir à la tête de l'État? C'est-à-dire que est-ce que la semaine prochaine, Édouard Philippe est toujours Premier ministre? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je crois qu'il va continuer plusieurs semaines encore. Mais est-ce que ce pouvoir peut continuer? Il le peut, à mon avis, à une condition, c'est qu'ils comprennent que ces gens, ces Français, ont été accablés non seulement de taxes, mais de mépris. Et qu'il y a une logique de l'honneur qui règne en France. Et quand on touche à l'honneur, dans les relations sociales, on fait la révolution, on provoque la révolution. Ça, je suis d'accord. Édouard Philippe, en une phrase, s'il vous plaît. Ça correspond à ce que j'ai dit au début. S'ils vont jusqu'au bout de la logique du nouveau bouc émissaire et que ça se passe très mal samedi, Édouard Philippe saute. Alors l'autre logique, mais nous l'aborderons une autre fois, c'est que si vous êtes aussi pessimiste que cela sur le quinquennat du président de la République, ça veut dire que vous êtes forcément pessimiste aussi sur les conséquences sur la construction européenne, mais on sera ravis d'en débattre une autre fois. Merci infiniment l'un des autres. Parce que c'est la question de l'Europe, vous savez bien. Nous sommes d'accord. Dans un instant, on retrouve notre curiosité du jour. On va parler médecine et anatomie et en particulier du rôle de nos intestins. Bonjour Thomas Hugues. Oui, bonjour Yves, bonjour à tous. L'intestin devenu une star depuis le succès du livre de Julia Enders, cette jeune femme médecin en Allemagne, l'intestin qui fait même l'objet d'une expo à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. On y apprend que l'axe digestif, qui commence dès notre bouche, est l'un des 3 grands réseaux qui structurent nos fonctions vitales avec le sang et les nerfs. Un réseau qui influence nos sensations et même nos émotions. Tout notre système digestif est en effet recouvert de centaines de millions de cellules nerveuses connectées directement au cerveau et plus particulièrement dans la
zone du cerveau reliée à la gestion des sentiments, de la peur, de la mémoire et de la moralité. On sait par exemple que la digestion de certains acides gras encourage la sécrétion de dopamine, l'hormone du plaisir. Voilà pourquoi j'ai compris, enfin en plein régime, je culpabilise en me disant mais pourquoi ce qui est gras est si bon? À l'inverse, certaines intolérances alimentaires bloquent la sécrétion de sérotonine. Là, c'est l'hormone du bonheur et donc ces intolérances favorisent la dépression. Moralité, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.